problèmes gastriques, le gène respiratoire, l'angoisse, la céphalée. La liste est exhaustive. À suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Sous la présidence du directeur général de la police nationale, la deuxième promotion des gardiens de la paix a officiellement pris son envol hier samedi. Ils sont 999 nouveaux agents à avoir achevé une formation intensive alliant discipline, éthique et technique opérationnelle. Devant les autorités, leurs familles et le corps institutionnel, ces récipiendaires ont solennellement prêté serment de servir la nation avec loyauté, détermination et un engagement sans faille, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des effectifs des capacités de la sécurité intérieure. Le point avec Youssouf Diakité. Pépinière d'excellence, de discipline, de détermination et d'engagement. Voilà ce qui symbolise l'école de police qui vient de renforcer les capacités opérationnelles des 999 professionnels de la paix appelés gardiens de paix. Celle-là est la deuxième promotion. Contrôleur principal de police Oumar Dambélé, commandant des écoles et centres de formation de la police nationale. Cet instant solennel témoigne de l'importance que notre institution accorde à la qualification de son personnel, premier gage d'une police républicaine forte et performante. La rencontre qui nous réunit n'est pas seulement une cérémonie protocolaire. Elle symbolise l'achèvement d'un parcours exigeant, jalonné d'efforts, de discipline et surtout de sacrifice. Ces 999 gardiens de paix se sont engagés solennellement à servir la nation avec loyauté, patriotisme et dévouement, un serment qui définit clairement les ambitions des autorités de la police nationale. Contrôleur général de police Youssouf Koné, directeur général de la police nationale. Au nombre de 999 qui se sont volontairement engagés pour servir la patrie. Donc ça va donner un sang nouveau à notre dispositif sécuritaire et un bon maillage du territoire. Le serment les engage et ça nous engage tous. Ce serment nous demande à être engagés jusqu'au sacrifice suprême pour la cause de la patrie. Et ces jeunes ont été soumis à une formation de rigueur, à une formation adaptée au contexte de l'insécurité dans le Sahel pour relever avec l'ensemble des autres forces de défense et de sécurité les défis que nous traversons aujourd'hui. Place aux démonstrations du savoir-faire des récipiendaires et aux défilés militaires, des activités qui ont mis fin à cette cérémonie de sortie de promotion des gardiens de paix de la police nationale contingent 2024. Lutte contre la drépanocytose. Le Mali enregistre chaque année entre 10 000 et 11 000 nouveaux cas liés à cette pathologie. Pour inverser la tendance, 21 médecins ont suivi 11 modules intensifs mêlant cours théoriques, études des cas et exercices pratiques. C'était dans le cadre de la 9e édition du diplôme universitaire dédié au dépistage et au diagnostic de la drépanocytose. La formation a atteint déjà un premier objectif car les apprenants ont affiché un taux de réussite de 100%. Selon le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Compte rendu Soumaou Aïdara. 2 semaines, 11 modules, 21 médecins venus de plusieurs pays ont posé leurs valises au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose pour se former à mieux diagnostiquer cette maladie qui frappe des milliers de personnes en Afrique. Chaque module, chaque échange, chaque pratique avait un seul objectif, renforcer leurs compétences pour sauver davantage de vies. Mahmoudou Hamadou Abdou, pédiatre venu du Niger, porte-parole des apprenants. Avant que je ne vienne ici, je pensais que je suis patron de drépanocytose, mais quand je suis venu ici, j'ai compris que je n'étais que juste à la porte. Et que vraiment ici, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes. Aldjouma Guindo, directeur général du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde et ses plus fortes prévalences se rencontrent en Afrique. Au Mali, on enregistre chaque année entre 10 000 et 11 000 naissances drépanocytaires. Les tables rondes très interactives ont permis de réfléchir, de partager les expériences et de dégager des pistes de solutions pour certaines problématiques telles que la sécurité transfusionnelle, l'accessibilité à la morphine et le conseil génétique en Afrique. Cette formation rappelle que le renforcement des capacités médicales reste une priorité nationale essentielle pour améliorer durablement la prise en charge des patients touchés par la drépanocytose. Mahamadou Diakité, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Vous êtes mieux armés maintenant pour faire face à la prise en charge
de cette maladie. Le maître nous avons toujours dit qu'en médecine, nous avons toujours l'obligation de soulager. Toujours. Soyez sensibles à nos patients et que en aucune manière nous ne devons décevoir. Et ça, c'est un cri de cœur que je vous lance tous, parce que c'est là où notre contribution à notre société, au bien-être de nos populations, va se mesurer. Les 21 médecins diplômés sont bien plus qu'une simple promotion. Ils seront désormais des garde-fous dans leurs pays respectifs pour freiner la propagation de la drépanocytose, selon les formateurs. Santé, toujours plus de 13 milliards de francs CFA. C'est le montant injecté dans des activités menées de 2016 à 2025 dans la région de Gao par Médecins sans frontières. Des chiffres révélés au cours d'une rencontre où ont été présentés les réalisations, les défis et les stratégies adoptées par l'ONG MSF en 2026 pour améliorer l'accès aux soins de santé dans la région de Gao. La réunion a été placée sous la présidence du conseiller des affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Gao. La correspondance de Adizatou Mohamed Maïga. Cet atelier de présentation auquel on prépare tous les acteurs concernés, notamment les autorités administratives, les organisations non gouvernementales, la société civile et les médias, vise à renforcer la connaissance de MSF et ses activités auprès des autorités et communautés, mais aussi recueillir les recommandations pour une meilleure assistance des populations dans la région de Gao. Dr Adolphe Massoudi Okamba, chef de la délégation MSF. Dans la région de Gao particulièrement, MSF intervient depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui avec un projet basé à Ansongo, et à ce niveau-là au CSRF d'Ansongo, il collabore avec les districts sanitaires du Cercle. MSF soutient dans le CSRF d'Ansongo les services de maternité, de pédiatrie, de néonatologie, des urgences et apporte les soutiens psychosociaux aux malades. MSF appuie également les CESCOM de Tinama délocalisés à Ansongo et celui des FAFA. Au cours de cette rencontre, Médecins sans frontières a présenté ses principes fondamentaux, ses budgets annuels et son plan stratégique pour l'année 2026. Al-Hadar Bella, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Gao. Après plus de 13 ans de présence, MSF prolonge encore sa présence dans la région pour continuer à assister les populations en besoin et toujours en collaboration avec les structures sanitaires publiques. Pour ma part, je donne l'assurance que les autorités, à tous les niveaux, ne ménageront aucun effort pour l'accompagnement des activités en vue d'atteindre les objectifs assignés. Notons que Médecins sans frontières a investi de 2016 à 2025 plus de 13 milliards de francs CFA dans les activités au niveau de la région de Gao. Gao, Hadizatou Mohamed Meiga et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. Actualité internationale à présent à Madagascar. Si les évêques catholiques semblent légitimer le changement de régime en expliquant que le renversement de l'ex-président Andry Rajoelina le mois dernier est la conséquence d'une trop grande souffrance de la population, les hommes d'église mettent en garde contre un possible retour aux vieilles pratiques de gouvernance. Pour en parler, je reçois Mohamed Sangaré. Bonjour. Bonjour Moussa Papaïdra. Alors, quelle est la position détaillée de la conférence épiscopale de Madagascar concernant la transition politique en cours et quelles recommandations clés ont-ils formulées aux autorités et au peuple? Réunis hier samedi à Antananarive pour leur assemblée plénière ordinaire, les 31 prélats de la conférence épiscopale ont exprimé par un message écrit leur vive inquiétude. Leur alerte survient alors que le pays traverse une transition fragile quelques semaines après le soulèvement populaire mené par la jeunesse. Publié à l'issue de leur assemblée, le message des évêques malgaches met en lumière un risque majeur, celui de voir la transition actuelle s'écarter des aspirations profondes des jeunes et du peuple. Beaucoup redoutent le retour des anciennes pratiques et des anciens acteurs, affirme-t-il, pointant ceux qui ont conduit la vie nationale à la crise. Cette crainte est justifiée par l'émergence déjà visible de personnes payées pour saboter le changement qui sème le désordre et menace l'élan populaire. S'adressant aux nouvelles autorités, les prélats les rappellent que la population a exigé une rupture nette après des années d'abus de pouvoir et de corruption devenus systémiques. Ils les exhortent à ne pas se contenter d'un simple changement de visage et plaident pour que les réformes sociales et économiques portées par la jeunesse soient réellement au cœur du projet
national et appliqué sur tous les territoires. Ils encouragent enfin les nouveaux dirigeants à mettre immédiatement en œuvre une politique d'austérité et à rompre sans délai avec les privilèges dont bénéficiaient les gens de l'ancien régime. Dans leur missive, les évêques interpellent également le peuple, soulignant qu'il n'est pas juste de toujours tout attendre des dirigeants. Certaines choses dépendent de nous et sont à notre portée, écrivent-ils. Nous devons changer de mentalité et nous convertir. L'Église appelle en dernier lieu au rétablissement de la justice après des années d'impunité. Cependant, elle prévient rendre justice pour des crimes commis, des vols ou des actes de corruption ne doit en aucun cas être confondu avec un esprit de vengeance politique. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour toutes ces explications. Nous sommes à présent au Sénégal après la brouille entre le président et son premier ministre, Ousmane Sonko. L'heure est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle. Lansine Keïta, vous suivez ce dossier pour nous. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa Aïdara. La société civile se mobilise pour une solution à la crise politique au Sénégal, n'est-ce pas? Les dernières 48 heures ont été très mouvementées au pays de la Teranga pour trouver une issue favorable à la crise qui sévit au sommet de l'État sénégalais. Face à l'incompréhension entre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye, plusieurs médiateurs s'y sont succédés après deux tête-à-tête à l'exécutif. Ça se comprend, vous êtes un peu soufflé, Lassine. Alors, je vous laisse le temps de respirer. On va passer au sport et on revient juste après pour ce dossier. Road to Ball 2026, le centre de référence de basketball de Tombouctou n'a pas pu atteindre le top 8 africain. En football, les affiches des demi-finales de la Ligue des champions féminines de la CAF sont connues. Et également au mondial des moins de 17 ans garçons Qatar 2025. Les 16e de finale ont pris fin hier. Toutes les affiches des 8e de finale sont désormais connues. Et sur le plan national, la Supercoupe du Mali de football met aux prises cet après-midi au stade Mamadou Konaté à 16h, le stade Malien de Bamako et les Joliba AC. Voyons tout cela avec Famourou Djurté. À quelques heures du coup d'envoi d'une Supercoupe du Mali de football au goût de revanche, le Djoloba AC et le stade malien de Bamako ont peaufiné les derniers réglages avant leur duel de ce dimanche 16 novembre au stade de Mamadou Konaté. Mouril Messa Kinjoya, entraîneur du stade malien de Bamako. Un match entre ces deux équipes se prépare toujours avec beaucoup de minutie. Je pense que rien n'est laissé au hasard. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Aruna Diallo, président du comité central des supporters du Djoloba AC. La Supercoupe, c'est la coupe des super champions. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est face à notre rival de tout le temps, le Stade malien de Bamako. Même si c'est vous qui mettez une coupe entre le Djoloba et le Stade, nous voulons être le meilleur. Détenteurs du trophée, les Rouges de Bamako entendent défendre leur couronne face à un Stade malien de Bamako en pleine confiance après son doublé coupe championnat. Le coup d'envoi de la Supercoupe du Mali de football entre le Stade malien de Bamako et le Djoloba AC est prévu à 16h au Stade Mamadou Konaté. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé. Toujours en football, bonne prestation des Aigles Espoirs du Mali pour la première manche de leur double confrontation amicale contre l'Indonésie. Ce samedi, les poulains de Fousseni Diawara ont dominé leur homologue indonésien par 3-0. Mondial des moins de 17 ans garçons Qatar 2025, les 16e de finale ont pris fin ce samedi. Après le Mali et le Maroc vendredi, c'est l'Ouganda et le Burkina Faso qui ont validé leur billet pour la 8e de finale. L'Ouganda a écarté le Sénégal par 1-0. C'est par ce même score d'1-0 que le Burkina Faso est venu à bout de l'Allemagne. Parmi les 9 sélections africaines qui étaient en 16e de finale, seul le Mali, le Burkina Faso, le Maroc et l'Ouganda ont passé cette étape. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Égypte et la Tunisie sont restés à quai. Toutes les affiches des 8e de finale sont désormais connues. Tout comme la phase précédente, il y aura 2 duels 100% africains. Il s'agit des oppositions Maroc-Mali et Burkina Faso-Ouganda. Les autres affiches sont Brésil-France, le choc des géants, le Mexique défiera le Portugal, la Suisse affrontera l'Irlande, l'Autriche croisera l'Angleterre et l'Italie retrouvera l'Ouzbékistan. Ligue des champions féminines de la CAF, l'USPA s'est éliminée de la compétition. Les Maliennes qui devaient
fallait impérativement gagner pour passer en demi-finale, ont concédé le match nul 1-1 contre les Égyptiens du FC Massar. Oumou avait donné l'avantage à l'USFAS en ouvrant le score dès la 8e minute de jeu. En fin de première période, 43e minute, Djouma Kamate a occupé d'un carton rouge, synonyme d'expulsion. Le FC Massar est revenu au score en toute fin de match, score final 1 but partout. Avec 5 points, les Égyptiennes terminent à la 2e place du groupe A derrière l'AS-FAR du Maroc, 7 points et se qualifient pour les demi-finales. Le parcours de l'USFAS du Mali s'arrête ainsi en phase de groupe, tout comme l'AS Mandé lors de ses 2 participations. Les affiches des demi-finales sont AS-FAR du Maroc contre le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire contre le FC Massar d'Égypte. Basketball pour terminer, Road to Ball 2026, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, s'est incliné 103-76 face à Al Ahly Benghazi de la Libye en demi-finale de l'élite 16 de la division Ouest. Les champions libyens finalistes de la balle 2024 menaient de 18 points à la mi-temps, 52-34. Le CRBT était venu à Praia, au Cap-Vert, pour créer la surprise en atteignant le top 8 continental, autrement dit la phase finale de la balle 2026. Mais hélas, le rêve s'arrête dans l'élite 16 de la division Ouest. Néanmoins, le CRBT joue ce dimanche le match de classement pour la 3e place contre Spintex Knights du Ghana. Al Ahly Benghazi joue la finale de l'élite 16 de la division Ouest ce dimanche contre la Jeunesse Club d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Famorou Diorté, pour toutes ces explications. Et on revient sur l'actualité au Sénégal. Après la brouille entre le président et son premier ministre Ousmane Sonko, l'air est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle. On retrouve Lansine Keita. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Tout va bien? Alhamdulillah, tout va bien. Oh, super. Moi essoufflé en ce moment. Eh bien, la société civile se mobilise pour une solution à la crise politique au Sénégal, n'est-ce pas? Les dernières 48 heures ont été très mouvementées au pays de la Teranga pour trouver une issue favorable à la crise qui sévit au sommet de l'État sénégalais. Face à l'incompréhension entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, plusieurs médiateurs se sont succédés auprès des 2 têtes de l'exécutif, notamment des chefs religieux mourides. Les familles du président et de son premier ministre auraient également été mobilisées. Selon plusieurs sources, mais également les voix se sont levées pour appeler à l'apaisement sur les réseaux sociaux. Pour le moment, c'est le silence radio. Aucun résultat concret n'a pour l'heure été rendu public. Selon un observateur politique bien informé, le propre de toutes les tempêtes, c'est de s'apaiser. Cette crise qui se passe à un moment où le Premier ministre ne cesse d'appeler à une réforme de la justice pour la rendre plus indépendante, à savoir également que l'État sénégalais a rassuré sur l'engagement du pays à poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international à honorer ses obligations de dette à échéance, alors que ces derniers jours, la méfiance des marchés financiers s'est manifestée. Moussa Papa, le peuple sénégalais veut à tout prix trouver une solution à ce problème pour faire face aux devoirs régaliens. Merci beaucoup, Lansine Keita, souvent au four et au moulin pour 13h dimanche. Merci en tout cas. Suite de ce journal, juste après cette bulle musicale. Focus Santé. Focus santé sur le stress. Chacun a sa façon de gérer son stress et cette gestion diffère selon le motif. Certaines personnes arrivent à se débarrasser de leur stress facilement. Par contre, d'autres non. Et en ce moment, le stress devient nuisible et provoque des troubles du comportement de beaucoup de maladies comme le problème gastrique, le gène respiratoire, l'angoisse, la céphalée. La liste est exhaustive. Dr Souleymane Coulibaly, psychologue au CHU du Point G, nous explique les causes et donne les astuces pour se débarrasser du stress. C'est une réalisation de Koumba Cissé. Pour une raison ou une autre, beaucoup de personnes sont stressées à longueur de journée. Chez certaines, c'est temporaire et d'autres développent la forme grave. Souleymane Coulibaly, psychologue au CHU du Point G. Le stress, c'est un syndrome visuel d'adaptation qui survient chaque fois qu'un individu est confronté à une situation qu'il n'arrive pas à gérer. Il y a beaucoup de sortes de stress. Il y a le stress de la vie quotidienne. En dehors du stress de la vie quotidienne, vous avez le stress aigu. Le stress aigu, vous rentrez dans une situation très compliquée qui menace votre existence, votre vie. Il y a le stress post-traumatique. L'événement est déjà passé et vous allez faire des réactions différées par rapport à l'événement parce que vous n'avez pas oublié. Le stress peut être nuisible et être à la source de beaucoup de troubles sur le plan physique et mental. Souleymane Coulibaly. Il y a d'abord les tremblements qui peuvent être là. Vous pouvez transpirer.
il y a une hyperventilation, ni la clibé-cégatélia. Il peut y avoir également une hypersudation. Et plus tard, ça peut entraîner des signes, des problèmes gastriques. On peut avoir la diarrhée également. Les femmes peuvent avoir vraiment des troubles des règles. Et ça peut être des troubles de l'hypertension, par exemple, des troubles cardiovasculaires, par exemple. Ça peut créer des troubles génito-urinaires. Ça, c'est le stress nuisible. Et c'est ce stress-là qui va provoquer plus tard problèmes de santé mentale. En dehors des maladies, le stress joue également sur notre quotidien. C'est pourquoi nous remarquons chez certaines personnes des réactions inhabituelles au niveau de la ville, du boulot et même en famille. Le stress peut modifier votre comportement. Vous devenez irritable, nerveux. Vous devenez plus querulent que d'habitude. Au niveau du travail, ça peut créer, c'est-à-dire l'absentéisme. Le présentéisme, tu viens au travail, mais tu n'es pas efficace. Sur le plan social, il y a le retrait social. Parce que ça va créer une méfiance chez l'individu vis-à-vis des autres. Ça crée dans le foyer des troubles de la vie conjugale. Le mari n'arrive plus à comprendre sa femme ou bien la femme n'arrive plus à comprendre son mari. Selon les praticiens, pour une prise en charge efficace, l'accent doit être mis sur le déclencheur, c'est-à-dire la cause du stress, et en fonction du type, le traitement peut être un accompagnement technique et dans les cas chroniques, il faut un traitement médicamenteux. Souleymane Koulibaly. Quand on connaît les déclencheurs, on va également voir les facteurs qui peuvent contribuer à aggraver l'état de stress. Donc on va essayer de les identifier également. Et ensuite, après, on développe des stratégies. Des stratégies de coping, ce qui va permettre à la personne de développer des capacités de résilience. Et les techniques pour gérer l'angoisse, nous avons des techniques qu'on appelle des techniques de psychothérapie, comme la relaxation, comme l'hypnose, comme quand l'angoisse est vraiment extrême, il faut également associer les médicaments anxiolytiques qui sont prescrits par les psychiatres. Pour nous débarrasser du stress, nous devons adopter une bonne hygiène de vie, faire du sport, des techniques de relaxation, des exercices de respiration. Ceux-ci permettent d'éviter les complications du stress qui peuvent conduire à la dépression, provoquant un grave trouble de comportement ou même le suicide. Focus Santé. J'étais disant dans les titres, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé en début de semaine au centre de référence de Korofina un vaste chantier pour refonder l'infrastructure hospitalière du pays. 15 nouveaux projets hôpitaux verront le jour à travers le Mali dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. L'objectif pour le président Goïta est de rapprocher les soins des populations et garantir un accès équitable à des services de santé de qualité. Eh bien, il était prévu de recevoir comme invité de ce 13h dimanche le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdoulaye Guindo. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois pour des raisons de dernière minute. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était Moussa Papaïdara à la présentation, Bintou Traoré à la mise en onde, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao et Lansine Keita que vous retrouverez d'ailleurs dans Rétro 7. Merci à tous, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Excellent dimanche à tous sur le RTM.